Donc, est-ce que vous vous entendez moins? On repart juste du V pour que vous compreniez un petit peu dans quoi ça s'inscrit. Donc, au départ, là, il y a deux problématiques qu'on a tendance à travailler en silo puis à prendre pour acquis que la personne a un trouble d'utilisation de substances et des enjeux de la personnalité. Donc, V pour le côté indissociable des deux problématiques. Donc, il faut toujours voir la personne dans sa globalité qu'elle a ensemble ces deux problématiques-là. Et pour les gens en ligne qui n'ont pas entendu, V aussi pour la première lettre d'une jeune fille qu'on a eue en traitement qui s'est enlevée la vie, qui présentait les deux problématiques et qui a été notre source d'inspiration pour l'élaboration de ce traitement. Donc, c'est très beau en pratique, ça. Je suis convaincue que tout le monde dans votre pratique, vous avez déjà constaté ça. En pratique, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a deux philosophies de traitement complètement différentes. Quand on travaille avec les gens en dépendance, puis quand on travaille avec les gens qui ont des troubles de la personnalité, on est complètement à deux continuums de vie, là. Donc, quand on travaille avec les gens en dépendance, notre approche est très flexible. On a tendance à s'adapter beaucoup à la personne, à son stade de changement. On va offrir des options. On va faire du cas par cas. Le cadre de traitement n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement parler en dépendance. Ça ne fait pas partie des interventions qu'on va faire. Une particularité en dépendance aussi, c'est qu'une désorganisation va amener une augmentation de l'intensité de service. Et puis, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cas par cas. Il y a une logique derrière tout ça, puis ça a beaucoup de sens. En fait, on a tendance à faire ça parce que souvent, la personne va être désorganisée. La personne va avoir de la difficulté à se prendre en charge quand la consommation est trop importante. Donc, c'est pour ça qu'on va adapter un peu plus nos interventions. Souvent, on a perdu espoir aussi en sa capacité de s'en sortir. C'est trop difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va être là pour essayer de l'accompagner dans ces stades de changement. On prend pour acquis aussi que la motivation est quelque chose qui va être fluctuante, qui n'est pas figé dans le temps. Donc, on veut susciter l'espoir, on veut l'amener à avancer dans ces stades de changement. Et puis, souvent, la prise en charge, elle est nécessaire pour cesser de consommer. Si on pense au sevrage, entre autres, qui a besoin d'une prise en charge par le médical, puis la personne, elle a assurément besoin, à un certain moment, d'une intensité de service pour pouvoir être accompagnée dans sa nouvelle vie, là, si on veut, là, de personnes abstinentes qui doit gérer des souffrances, qui doit gérer des traumas, qui doit gérer de la douleur à jeun, sans sa béquille, sans sa substance. Donc, c'est important qu'au départ, on soit là, à côté d'elle, puis qu'on soit un petit peu plus dans la prise en charge. Et puis, en dépendance aussi, bien, la philosophie, la dépendance est vue comme étant une problématique à part entière. Donc, ce n'est pas juste un comportement là, qui est là qui est un acting out. Quand on fait le traitement des troubles de la personnalité, on est complètement ailleurs. Donc, la personne a la responsabilité de se prendre en charge. Je vais l'expliquer un petit peu tantôt pourquoi aussi c'est comme ça. Le cadre est souvent appliqué aussi quand on a des enjeux de la personnalité, parce que quand on a des enjeux de la personnalité, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui peut amener à vouloir tester l'autre, la solidité de l'autre. Donc, on va avoir tendance à tester. C'est pour ça que le cadre est important, il est prévisible, il est cohérent, il est équitable. Donc, on fait moins de cas par cas quand on travaille en trouble de la personnalité. La désorganisation, quand on a des enjeux de la personnalité, amène une pause de service. Ça veut dire, oups, là, vous n'investissez plus nécessairement dans la partie de vous qui veut changer, on fait une pause. Donc, imaginez, là, on a d'un côté désorganisation égale une pause, dépendance, la désorganisation égale une augmentation de l'intensité de service. Comment on met ces deux affaires-là ensemble? Et puis, la dépendance, quand on travaille plus avec une lunette trouble de personnalité, est un comportement dommageable. Donc, comme étant quelque chose qu'on va faire pour essayer de composer avec des symptômes, composer avec une douleur. Donc, si on prend pour acquis que si on traite un petit peu la douleur, le comportement, la béquille va s'estomper. Il y a des raisons en arrière de tout ça qui ont bien du sens. En fait, on veut renforcer la partie adulte, on veut renforcer la partie saine, on veut renforcer la partie qui peut vivre. On a confiance en la personne. On a confiance que la personne elle a à l'intérieur d'elle les moyens, les ressources pour pouvoir s'en sortir. Donc, on ne fait pas à sa place. Donc, on l'invite à se mettre en sécurité. On va lui donner des options, mais c'est à elle un petit peu à se responsabiliser là-dedans.
On va aider aussi la personne à installer des changements durables dans sa vie parce qu'on va faire un traitement un petit peu plus en profondeur. On va essayer de l'aider à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière la consommation ou derrière des comportements. Pourquoi la désorganisation amène une pause? Bien, on veut limiter la régression parce que quand on a des enjeux de la personnalité, si les gens font à notre place, bien là, ça vient renforcer l'idée qu'on n'est pas capable, que c'est les autres qui sont mieux que nous. Donc, on a tendance à moins vouloir en faire, puis ça amène un petit peu de la régression. Donc, c'est pour ça que la désorganisation va comme amener plus une pause de service, puis faire écouter, là, quand vous serez prêt à investir on a confiance en vous, on a confiance que vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir, on va être là quand vous allez être prêt. Et puis, le cadre et tout ça, ça permet d'expérimenter une relation qui va être sécurisante et de confiance avec le thérapeute parce que tout est prédéterminé, tout est défini. Donc, ça limite un petit peu les interprétations que parfois on peut faire quand on a des enjeux d'attachement de « Ah, ben là, la semaine passée, mon thérapeute était plus présent, puis il m'a appelé 3 fois. Puis là, cette semaine, il m'a juste appelé une fois, il doit être fâché, j'ai dû faire quelque chose. » Donc, quand on a des enjeux de la personnalité, il y a ce genre de choses-là qui se passent dans notre tête. Donc, vous voyez, double problématique, double mandat, double complexité, c'est pas facile tout ça. Donc, puis c'est pas facile pour nous qui travaillons en dépendance, c'est pas facile pour les gens qui travaillent avec les enjeux de la personnalité aussi. On a les mêmes clients, hein. D'un côté comme de l'autre, on a les mêmes clients. Donc, piste de solution, c'est favoriser un traitement intégré qui va favoriser la double problématique parce que je pense que si vous repartez avec une idée aujourd'hui, que la personne, dans sa globalité, ne présente pas ou un problème de dépendance ou un problème de personnalité en séquence, mais que c'est une personne entière qui présente à la fois, à tout moment, du contact avec elle, la double problématique. Je pense qu'on va avoir réussi notre mandat. Donc, la clé de l'intervention, la philosophie, ça va être le changement de focus. Qu'est-ce qu'on entend par changer de focus en gardant en tête que la personne a la double problématique? Quand on dit changer de focus, c'est lorsque la personne est en phase active de la consommation. Donc là, c'est vraiment ça qui est à l'avant-plan. Donc la personne consomme, est désorganisée, donc elle est prise vraiment avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment le focus sur cette problématique-là à ce moment-là. Donc là, on va être plus dans les interventions qu'on connaît un petit peu plus en dépendance de l'entretien motivationnel, on va susciter l'espoir, on va être un peu plus flexible dans peut-être les rendez-vous qu'on va prendre en fonction de à quel moment elle consomme, est-ce qu'elle est en sevrage. Donc, on va vraiment s'adapter à sa réalité de la consommation à ce moment précis. On va aussi même évaluer est-ce que peut-être qu'on a besoin d'une intensité de service un peu plus élevée pour la soutenir, une plus grande structure pour l'aider finalement à réatteindre ses objectifs. Donc, on va garder ça en tête. En même temps, il faut quand même avoir un petit peu en fond qu'il y a quand même une dynamique de la personnalité dans laquelle cette consommation-là s'inscrit. Donc, on garde en tête, là, par exemple, elle ne consommait pas depuis X nombre de temps. Qu'est-ce qui fait qu'elle consomme à ce moment-là dans sa vie? Est-ce que c'est en lien avec la gestion des émotions? Est-ce qu'elle est en réaction à quelque chose à l'extérieur? Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est dans de l'auto-sabotage? Est-ce qu'on est dans de la mise en échec? On a quand même ça en tête, même si on fait nos interventions un peu plus focusées pour la dépendance. Donc, ça reste comme en background de notre cerveau. Lorsque la personne, disons, atteint ses objectifs, donc la consommation prend moins de place, ou la personne est plus disposée, finalement, momentanément, on va peut-être déplacer le focus à ce moment-là sur un travail un petit peu plus en profondeur sur la personnalité. Donc, on va adresser les enjeux de la personnalité qui sont présents chez la personne, vu qu'elle est plus disposée. Mais encore une fois, là, on garde en tête que la dépendance n'est pas vraiment loin. On l'a vu au début, la dépendance, ça fait partie au long cours de l'individu, ça risque de revenir. La rechute fait partie du rétablissement. Donc, on garde en tête que si la rechute revient, on va rechanger le focus. Puis même quand le focus n'est pas sur la consommation, on va quand même s'y intéresser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va s'intéresser à comment on trouve ça, elle, l'abstinence, ce nouveau mode de vie-là. Puis souvent, nous, ceux qu'on côtoie, c'est des gens qui ont des grands consommateurs, puis souvent, le mode par défaut, c'est la consommation. Le mode par défaut n'est pas l'abstinence. Donc, de poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix là, de l'abstinence, alors que ce choix-là, c'est une nouvelle vie, c'est de quoi de complètement nouveau de ce qu'ils sont habitués. On s'intéresse à ça, plutôt que de dire, ah, ben là, l'abstinence a été installée, beau travail, on continue. C'est quoi peut-être les enjeux, les défis que l'abstinence vous amène dans votre vie? Comment vous gérez ça, vous, les émotions à jeun? Comment que ça se passe? On va aussi être très proactif dans est-ce qu'il y a eu des envies de consommer depuis la dernière rencontre?
comment que ça s'est passé. Parce que les gens ne nous en parleront pas nécessairement, ils ne veulent pas trop ouvrir ça, ils mettent ça de côté. Donc, ils vont peut-être nous en parler, mais quand il va y avoir eu une rechute. On va être très proactif dans les envies, à quel moment, comment que ça se passe, comment vous avez fait pour gérer. On va continuer même d'identifier est-ce qu'il y a des facteurs de risque dans le futur qui risquent d'arriver, qu'on pourrait mettre en place des stratégies de prévention de la rechute. Donc, on va quand même être dans ce travail-là, même si on travaille avec la personnalité à ce moment-là. Donc, on voit qu'on est vraiment là, toujours un petit peu à cheval entre les deux principes. Donc, ça, c'est un petit peu la vision ou comment on intervient. Maintenant, le traitement V, donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, dans notre centre de réadaptation pour essayer d'appliquer cette stratégie-là? Donc, d'abord, les principaux objectifs qu'on a voulu mettre en place. Pourquoi on fait ce traitement-là? C'est qu'on veut diminuer le nombre et l'ampleur des conséquences qui sont associées à la consommation jusqu'à la prise en charge vers un traitement spécialisé dans ce contexte-là, en fait, qui serait le traitement pour le trouble de la personnalité. On veut vraiment étirer la fenêtre de disposition au traitement. Donc, le momentum qu'on a parlé, on aimerait ça, on veut qu'il dure le plus longtemps possible, qu'il soit le plus solide possible pour que la personne puisse sortir un petit peu de la porte tournante et accéder à un prochain service. On veut aussi commencer peut-être à entamer, à diminuer la souffrance qui est occasionnée par l'arrêt de la consommation. Souvent, on entend, là, les gens qui ont la double problématique, ils peuvent arrêter de consommer, là, mais être abstinent pour être abstinent, ça reste douloureux, ça reste souffrant. Moi, c'était ma stratégie numéro 1 pour fonctionner. Là, tu m'enlèves ça, je vais en faire quoi? Donc, on essaie d'adresser plus rapidement, si on veut, ces enjeux-là, plus du mal de vivre, le mal-être, un peu cet inconfort-là qu'ils vont vivre, sachant que ça risque d'être exacerbé suite à l'arrêt de la consommation. Donc, réduire la symptomatologie dépressive, le nombre de consultations à l'urgence, la fréquence des comportements automutilatoires, des gestes suicidaires, parce qu'on sait que souvent, si on enlève la consommation, il y a d'autres comportements dommageables qui risquent d'apparaître, donc on essaie de les adresser. On ne veut pas que la personne se détériore finalement. Puis, on veut éventuellement améliorer la rétention au traitement. Donc, on fait le gage, en fait, de travailler sur les deux. On augmente les chances que les gens veulent rester puis faire le traitement jusqu'au bout. Donc, quelques principes directeurs. Donc, c'est quoi un petit peu on a parlé un petit peu de la philosophie derrière ça, derrière l'intervention. Nous, on présente vraiment un cadre qui est clair, qui est cohérent, qui est prévisible. Donc, assez rapidement dans la démarche. Je vous dirais, on vous l'expliquera, il y a une partie hébergement et une partie à l'externe. À l'externe, quand on débute la thérapie, le lundi de la première journée, on explique de façon très transparente comment ça va fonctionner. Si jamais il y a des rechutes, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais il y a des absences, qu'est-ce qu'on va faire? Des retards? On est très explicite, puis on ne fait pas juste dire « voici le contrat, êtes-vous d'accord? » On explicite. Vous, là, s'il y a une rechute, allez-vous être du genre de nous en parler ou de le cacher? Comment vous allez vivre ça s'il y a une rechute? Est-ce que vous allez venir quand même? Qu'est-ce qui vous aiderait à en parler? On explicite. Pourquoi qu'on vous rencontre après une rechute? C'est pour telle raison, on va vous l'expliquer un petit peu plus bas. Là. On donne vraiment accès à toutes les raisons pour que la personne elle se dise « OK, moi, je ne suis pas d'accord avec cette règle-là. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? » On veut que la personne s'approprie la démarche. Parce qu'on ne veut pas que la personne soit en opposition au règlement, mais plus « OK, je comprends que ce que vous avez mis en place. On fait partie de l'équipe du traitement. On fait partie de la compréhension. Donc, c'est des balises pour pouvoir que le traitement fonctionne plus que juste un peu des règles arbitraires qu'on vous émet. » D'où l'importance de pourquoi on est très, très, très explicite dans ce qu'on va nommer. C'est sûr que ça prend une bonne connaissance de la double problématique, autant de la dépendance que des enjeux de la personnalité, pour pouvoir un petit peu le flairer ou le voir, puis de l'équipe traitante. D'où peut-être l'importance des fois d'avoir une formation ou des supervisions, peut-être dans la problématique, on est un petit peu moins outillé pour avoir cette vision-là. On travaille simultanément, comme on a parlé, on change de focus à chaque moment du traitement. Donc, vous allez voir, le traitement s'échelonne sur un certain délai avec différentes phases de traitement. Donc, on essaie toujours d'avoir ça en tête. Puis, on essaie de prendre en compte la dynamique du trouble de personnalité dans le trouble de situation de substance. Encore une fois, je l'ai un petit peu nommé, mais quand on dit qu'on peut être abstinent, donc on enlève finalement une béquille ou une médication. Donc, on veut que les gens s'engagent clairement à investir dans la partie d'eux qu'ils veulent vivre, la partie d'eux qu'ils veulent changer, la partie d'eux qui veulent se donner une réelle chance de pouvoir poursuivre dans leurs objectifs. Donc, ils s'engagent clairement à utiliser des stratégies saines pour gérer leur détresse, à mettre leurs idées suicidaires un peu de côté pour pouvoir vraiment se donner une réelle chance. Puis ça, on l'explicite comme ça. Puis, chaque décision va être prise en équipe. On aura une équipe de travail multidisciplinaire, puis on en discute. Là, des fois, ça peut être même des petites décisions, là, on va les prendre quand même en équipe. L'idée, c'est qu'on est une équipe, on est un bloc qui est cohérent tous ensemble, puis que chaque membre de l'équipe représente un petit peu le traitement, puis que ça soit cohérent d'une place à l'autre. C'est un petit peu ça les grandes lignes, si on veut, pour le traitement.
Donc, un petit peu plus concrètement, le profil de la clientèle, c'est sûr que nous, on appelle ça le PIRA, le programme intensif de réadaptation adulte. On a un profil de clientèle assez lourd, assez sévère, de bout de ligne. Là, on va dire que c'est des gens qui ont essayé des traitements en externe. C'est des gens, souvent, plutôt grands utilisateurs de services. La majorité ont des forts enjeux de la personnalité, un trouble de personnalité. C'est des gens qu'on a vus des fois à plusieurs reprises au cours des dernières années. Polytoxicomanes, souvent, la consommation doit quand même être assez importante pour arriver en hébergement. Donc, tu sais, on est vraiment dans la polytoxicomanie où, tu sais, il y a un TUS assez important, puis des enjeux de la santé mentale assez importants. Donc, c'est un traitement intensif de 7 semaines. Donc, les 2 premières semaines se font en hébergement. Avant la pandémie, on avait la chance que l'hébergement et la période externe soient toutes chapeautées par la même équipe, dans le même centre, sur le même étage. Malheureusement, on a perdu ça pendant la pandémie. Donc, maintenant, il y a 2 semaines d'hébergement qui se fait dans une ressource à l'extérieur par une équipe autre de traitement. Ça a assurément beaucoup d'enjeux. On essaie d'être le plus présent quand même à l'hébergement, donc 1 fois par semaine, de rencontrer quand même les usagers. Puis en plus, la ressource est assez loin. Là. Fait que par Teams, on essaie de collaborer avec les intervenants qui sont déjà là dans le but de limiter le plus possible le clivage, dans le but d'avoir quand même une philosophie de traitement qui se tient du début jusqu'à la fin. Et ensuite de ça, on a 5 semaines en thérapie externe. Donc, du lundi au vendredi, je vais vous présenter l'horaire dans la prochaine diapo. Et puis, l'objectif, c'est important, ça va être d'expérimenter une période d'abstinence. Donc, les gens qui embarquent dans le traitement, ce n'est pas d'être abstinent pour toujours, ce n'est pas de s'engager dans quelque chose qui ne finit plus. Là. Ce qu'on leur dit, c'est essayez là-dedans. Pendant 7 semaines, là, on va vous accompagner à tous les jours pour vivre ce que vous avez à vivre avec nous. Puis après ça, vous prendrez une décision. Tu sais, dans 7 semaines, là, vous allez le vivre, d'être complètement à jeun, puis on va vous aider là-dedans. Puis vous verrez. Tu sais, est-ce que j'ai envie de continuer ça 1 semaine de plus? Ou c'est comme j'ai envie de retourner peut-être dans la consommation? Puis ça, c'est sûr que la personne va faire un choix à ce moment-là. Mais c'est important d'avoir en tête qu'elle s'engage à l'abstinence quand elle vient dans notre thérapie. En gros, la programmation clinique, donc nous, le matin, c'est sûr qu'on anime le groupe, on est 2 psychologues, donc le matin, c'est vraiment de la psychothérapie mais je pense que, en tout cas, bref, si on a d'autres corps d'emploi, on pourrait peut-être, il y a quelque chose à faire, là, assurément, avec la philosophie. On a toujours en tête un petit peu les bonnes pratiques en dépendance. Donc, on va utiliser des stratégies d'entretien motivationnel. On va parler des envies de consommer. Étant donné qu'ils sont en externe, à tous les soirs, ils font un choix. Il va y avoir des souffrances, la vie est dure pour tout le monde. Donc, à chaque soir, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne? Est-ce que mon outil, c'est d'aller vers la consommation ou bien c'est que j'essaye quelque chose que j'ai appris en thérapie? Donc, à tous les jours, c'est sûr qu'on va être là avec eux par rapport à ça. Et puis, il y a une partie aussi qui va plus être donnée probante personnalité. Donc, on a un groupe de mentalisation le jeudi là, de Bateman et Fonagy inspiré de ça. On a de l'art thérapie, on a des ateliers psychoéducatifs à la saveur un peu plus Linehan. Donc, on utilise la thérapie des schémas. Donc, on utilise vraiment les bonnes pratiques des 2 approches en même temps, tout dépendant de ce qui est en avant-plan. Et puis, l'après-midi, on a des éducateurs qui vont donner des ateliers éducatifs sur les 2 problématiques aussi. Donc, sur la dépendance, plein de choses, la prévention de la rechute, le cercle du changement, pas l'affaire, mais c'est moins moi qui le donne. Et puis, aussi sur la personnalité, donc comment tolérer la détresse, gestion des émotions, comment on compose avec cette bébite-là en dedans qui fait mal, sans la consommation. En gros, là, c'est un petit peu ça le but du 7 semaines. Et puis, il y a aussi une rencontre en individuel à chaque semaine de psychothérapie où est-ce que là, on va souvent faire le lien entre qu'est-ce qu'on observe pendant le groupe, qu'est-ce qui se joue, on va aller un petit peu plus loin dans les rencontres individuelles avec la personne. Ensuite de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les gens fonctionnaient très bien dans un suivi comme ça, à la fin, on passait d'une bonne intensité de service à plus grand-chose. Oups, là, on en perdait vraiment beaucoup. Donc, on a mis en place un genre de post-traitement à la philosophie aussi du traitement V.
Donc, une fois le PIRA complété, on se rencontre en petite équipe, puis on essaie de voir, puis la personne est impliquée là-dedans, évidemment, là, on lui demande son avis en fonction de ce qu'elle veut. Admettons que quelqu'un dit, moi, je l'ai expérimenté cette semaine, là, puis j'ai envie de continuer. J'ai vraiment envie de me donner un autre 15 semaines, un autre 3 mois d'abstinence. OK, parfait. Voici un peu ce qu'on peut faire avec vous. Donc, en comité, on va regarder c'est quoi la meilleure chose qu'on pourrait présenter à la personne en fonction de son profil, en fonction de, exemple, quelqu'un qui va plus être dans des enjeux limites, qui va être plus dans tolérer la détresse, gestion des émotions. On va lui proposer un groupe d'acquisition de compétences basé un petit peu plus, basé sur plein d'approches, schéma, Linehan, mais aussi à saveur dépendance. L'idée, c'est de l'outiller pour savoir comment elle va gérer ses émotions, comment elle va gérer ce qui fait mal à l'intérieur d'elle. Donc, on a 15 thèmes qui se donnent sur 15 rencontres. Ensuite, si on est plus dans des enjeux narcissiques, dans des enjeux relationnels, la personne est moins dans les acting out, on va y aller vers un groupe de mentalisation. On est supervisé par une équipe spécialisée, le Faubourg Saint-Jean à Québec, pour ce groupe-là. Donc, de 16 rencontres. Si la personne est plus dans des objectifs de maintien, donc elle a eu des acquis, puis actuellement, elle veut juste maintenir, juste quand même beaucoup, là, mais elle veut maintenir ses acquis, on va y aller avec un groupe de maintien 16 rencontres. Et puis, si c'est pas ça qu'elle veut du tout, puis c'est pas du groupe, ou même qu'elle a fait le choix de reprendre une consommation qui est plus... Elle a fait le choix de reprendre une consommation, on va l'orienter vers un suivi individuel à ce moment-là. Et puis, pour essayer d'augmenter le niveau d'intensité de service, il y a avec ça, dans le package deal, une rencontre en individuel aux 2 semaines. Mais c'est elle qui fait le choix. Elle peut la prendre ou elle ne peut pas la prendre. On la responsabilise là-dedans. Et puis, il y a un groupe éducatif sans rendez-vous qui se donne à toutes les semaines. Encore une fois, si quelqu'un a envie de s'impliquer et a besoin d'une intensité de service, peut avoir son groupe, son suivi individuel, plus le groupe sans rendez-vous. C'est elle qui se responsabilise là-dedans. Si elle veut rien, c'est correct. Si elle veut juste un groupe, c'est correct. Donc, on y voit un petit peu en fonction du besoin de la personne, de ce qu'elle souhaite, de ses objectifs, de son profil de personnalité. Puis, on commence à la responsabiliser un peu dans les choix qu'elle va faire. Pour vous donner une idée sur l'histoire du changement de focus qu'on vous parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pas coupé au couteau, là, puis il y a vraiment beaucoup de nuances à amener à ça. Là. Mais on peut penser que quand on est en pré-thérapie puis en hébergement, on est plus dans le focus dépendance avec tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Plus on s'en va vers le post-intensif, plus on est un focus enjeu de la personnalité. Puis les 2 petites barres oranges, c'est qu'à certains moments, quand il y a une rechute, on va rapidement changer de focus pour mettre un emphase de 3 semaines sur la dépendance. Donc, pendant 3 semaines de temps, on augmente l'intensité de service. Donc, à tout ce qu'on a nommé tantôt, on ajoute des rencontres, soit avec nous, soit avec les éducateurs. Donc, la personne, pendant 3 semaines, elle peut avoir pratiquement des suivis à tous les jours. Pourquoi 3 semaines? Parce qu'on a en tête notre histoire de la régression de tantôt. Donc, c'est très court, cette reprise très intensive de service. Et puis, si après 3 semaines, là, la personne elle décide décide, en tout cas, qu'on retourne vers la consommation, on prend pour acquis qu'à ce moment-là, le momentum est un petit peu passé. On va l'orienter vers ailleurs, mais elle ne fera plus partie du traitement. Donc, quelques considérations cliniques. Donc, concrètement, en fait, il y a plusieurs considérations, mais on s'est dit ceux qui reviennent le plus souvent. On va peut-être vous dire vraiment, nous, comment on le fait. L'idée, c'est plus de le voir, vous, comment vous pouvez, si ça vous intéresse, comment je peux l'adapter à ma réalité clinique. Donc, nous, c'est notre réalité présente. Donc, d'abord, les rechutes, on sait, ça fait partie du traitement. Donc, même s'il y a une structure, il va y avoir des rechutes. Donc, nous, là, on leur dit, puis on est, comme je vous l'avais dit au début, très transparent. Dès le début du traitement, on va leur dire le cadre par rapport aux rechutes, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Donc, ce qu'on leur dit essentiellement, c'est toutes les rechutes, on vous encourage à en parler en groupe, donc de le nommer en groupe qu'il y a eu une rechute. Puis, à ce moment-là, on va leur donner un protocole d'analyse de l'épisode de consommation. Puis, l'idée de ce protocole-là, c'est d'entamer une réflexion. Donc, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un devoir, c'est vraiment l'idée de se poser des questions. La dépendance, ça fait partie de leur vie, puis souvent, c'est un réflexe, c'est automatique, la décision se prend des fois en quelques secondes. Donc, c'est un document qui aide un petit peu à qu'est-ce qui se passait juste avant, comment je me sentais, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai tombé peut-être dans la consommation, quelles étaient les conséquences, puis qu'est-ce que je pourrais faire peut-être la prochaine fois pour éviter ça.
Donc, on amorce un processus de réflexion pour ralentir ce qui a pu se passer. Puis, il va y avoir une rencontre en individuel qui est obligatoire donc dans la semaine pour qu'on vraiment on aille plus en profondeur sur tout ce qui s'est passé. Encore une fois, on a en tête la dépendance, donc la rechute, mais aussi dans quel contexte de la personnalité ça a pu s'inscrire cette rechute-là. Donc, on discute de ça en individuel. Donc, chaque épisode de consommation, c'est important qu'on s'y arrête. Après 2 épisodes de consommation, ici on leur nomme, on leur dit, après 2 épisodes, on va vous rencontrer avec les 2 thérapeutes. Puis on leur explique même le rationnel qui est pourquoi 2, pourquoi pas plus. En fait, c'est qu'on a déjà essayé. On a essayé de se dire, bien parfait, dès qu'il y a un épisode, on les rencontre avec les 2 thérapeutes, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, on met un petit peu le cadre. Ce qui s'est passé, bien, les gens, ils nous le disent pas. Ils ne parlent pas de la rechute parce qu'ils ne veulent pas être rencontrés, bien entendu. Ou sinon, ce qu'on trouve, c'est que là, on est là pour les aider à traverser les épisodes de consommation, mais que finalement, on leur laisse comme pas beaucoup de chance pour essayer de comprendre ce qui se passe. On est comme peut-être un petit peu trop rapide. Donc là, on avait pris une position de dire parfait. On ne les rencontrera pas plus qu'il faut, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un épisode, on va les rencontrer, mais jamais de cadre avec 2 thérapeutes. L'autre problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, finalement, le pattern est très insidieux, la rechute revient chaque semaine, 2 fois par semaine, puis éventuellement, on les perd, donc on est perdu dans le traitement parce que la dépendance prenait toute la place. Donc, nous, on est arrivé dans notre réalité clinique de notre thérapie à 2 épisodes. Donc, 2 épisodes de consommation permet à les rencontrer suffisamment rapidement pour voir, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on pourrait vous raccrocher, vous aider pour qu'ils puissent rester en traitement? Puis là, je tiens bien à dire, là, après 2 épisodes, ils ne sont pas en dehors du traitement. C'est juste qu'on les rencontre avec les 2 thérapeutes pour un petit peu faire le point sur qu'est-ce qui se passe. Mais on n'arrive pas à une fin de traitement. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est vraiment juste de comprendre avec eux ce qui est en train de se passer. Donc, puis pourquoi 2 thérapeutes? À ce moment-là, c'est comme on l'a dit, on est une équipe, c'est serré, puis en personnalité, souvent, il peut y avoir un risque de clivage. C'est-à-dire, si, disons, on arrive à des recommandations un petit peu plus fermes, il faut annoncer des choses un petit peu plus difficiles. C'est sûr que là, on ne veut pas que ce soit un thérapeute qui est vu comme le méchant thérapeute, puis l'autre thérapeute qui est vu comme le bon thérapeute, qui est lousse, puis que les règlements, ça a le moins d'importance. On est les 2 thérapeutes, on est une équipe avec l'usager, puis tout le monde, on s'entend sur ce qui est nommé à cette rencontre-ci. Donc, tout ça, ça va leur être nommé. Donc, après 2 épisodes, on les rencontre, on évalue la motivation. Parce que c'est toujours leur objectif, l'abstinence. Puis, si ce n'est pas ça, c'est correct, c'est juste que ça ne sera pas dans le traitement. Donc, est-ce que c'est encore ça? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, donc de désengagement, ils sont moins intéressés? Est-ce qu'ils trouvent ça trop difficile, c'est trop exigeant pour eux, ils ont l'impression que ce n'est pas possible? Donc, on évalue ce qui est en train de se passer à ce moment-là. C'est important qu'on les rencontre parce que eux, là, quand ils ont débuté, ce qu'ils ont dit, c'est moi, je veux m'engager à l'abstinence. C'est ça mon objectif en venant ici. Donc, ça serait négligent de notre part que de ne pas mettre l'emphase sur voici votre objectif. Bien, on vous rencontre assez rapidement pour dire on est gardien de vos objectifs. Nous, on a ça à cœur, donc c'est important qu'on en discute et qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut mettre en place des choses pour vous permettre d'y aller. On va possiblement, si la dépendance prend beaucoup de place, on va mettre en place des stratégies. Donc, concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider à maintenir l'abstinence dans les prochaines semaines, d'ici la fin du traitement? Puis, on va arriver à des recommandations flexibles qui s'adaptent au profil de chaque usager. On vous le dit, là, mais on est très transparent. Donc, nous, on va dire un peu ce qu'on observe en traitement, puis on va essayer de voir est-ce que la prochaine consommation pourrait mettre fin au traitement? Est-ce qu'on se donne encore une marge de manœuvre? On va y aller vraiment en fonction un petit peu de ce qui va être nommé dans la rencontre. C'est une personne là, qui rechute, qui ne vit pas vraiment de culpabilité d'avoir consommé, qui a l'air un petit peu désinvesti, désengagé dans ses objectifs. Peut-être qu'à ce moment-là, on va moins avoir de latitude versus une personne qui a mis en place plein de stratégies, qui démontre vraiment qu'il veut réussir, mais que pour différentes raisons, là, le problème de dépendance est vraiment trop ancré en eux, puis ça fait que là, ils l'échappent, mais qu'ils ont voulu. Peut-être que là, on n'arrivera pas à la même conclusion avec la personne. Puis ça, c'est nommé avec eux, donc ils savent, il n'y a pas de cachette, on est très transparent. Ensuite, pour ce qui est des absences, qui est une autre problématique qu'on voit souvent assez régulièrement, en fait, pour toutes les gens, encore une fois, ça, c'est nommé. On le nomme d'avance. S'il y a des absences, voici ce qu'on fait. Donc, on va explorer chacune des absences. On prend pour acquis qu'une absence, ce n'est pas banal. Il ne veut pas la personne de réussir. On explore. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa absence? Peut-être pas. Peut-être que c'est juste un rendez-vous. C'est correct, mais au moins, ils vont entendre qu'on a le souci de savoir ce qui peut se passer pour eux. Après 2 jours d'absence, encore une fois, ça leur est nommé, ils savent, on va les rencontrer avec les 2 thérapeutes encore une fois. À ce moment-là, encore une fois, on fait le point. On évalue la motivation. Est-ce que la personne elle commence à se désengager? Est-ce qu'elle est un petit peu plus démotivée?
Est-ce qu'on est plus dans les enjeux de la personnalité c'est un pattern, souvent quand on touche les choses un petit peu plus difficiles, la personne a le goût de quitter? Est-ce qu'elle est en réaction à des éléments du traitement qu'on a pu nommer? Elle est fâchée contre un atelier? Donc, on essaie vraiment de voir qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'on se dit, après 2 jours d'absence sur 5 semaines, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis on veut le savoir pour pouvoir l'aider à avancer. On peut mettre en place des stratégies pour aider l'assiduité. Dans les cas vraiment de gens où les gens sont des fois un peu plus désaffiliés ou qui n'ont pas vraiment de structure de vie depuis un certain temps, ça peut être difficile et très exigeant de venir du lundi au vendredi, à chaque matin, d'être là à l'heure. Donc, dans ce contexte-là, peut-être qu'il peut rencontrer un éducateur qui va l'aider à comment on peut vous aider, c'est quoi le plan de match là, pour vous aider à venir aux rencontres, d'être disposé, de venir, puis de quitter finalement à l'heure. Puis encore une fois, on va avoir des recommandations qui sont flexibles en fonction du profil de l'usager. Donc, si on en discute avec la personne, c'est une personne qui a quitté, n'a pas trop donné de nouvelles, ne nous appelle pas, elle revient après, nous informe pas trop de ce qui se passe, versus une personne qui, j'avais un rendez-vous avec la cour, j'ai un rendez-vous médical que j'ai essayé de déplacer, je n'ai pas pu le déplacer, j'ai mon rendez-vous avec le psychiatre, bien là, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de latitude. Mais peu importe les raisons, on les rencontre à 2 journées d'absence. Parce qu'on ne veut pas être là à juger de... Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas être là, on vous croit, on ne veut pas juger ça, mais à 2 journées d'absence, on vous rencontre et là, on discute de ça pour tout le monde. Puis finalement, comment on gère l'abstinence? Souvent, on n'en parle pas beaucoup de gérer l'abstinence parce que l'abstinence, c'est par défaut. On en a parlé, là, fait que c'est pas très nouveau de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, mais on est un petit peu dans cette idée-là on ne prend jamais pour acquis l'abstinence. La dépendance n'est jamais vraiment loin, ça fait partie de la personne, donc on garde toujours ça en tête dans nos interventions. On s'intéresse à comment elle vit ça, comment elle compose les émotions à jeun. Comme j'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'elle fait ce choix-là de l'abstinence? On peut me demander, est-ce qu'elle aime ça finalement, l'abstinence? Est-ce qu'elle aime la personne qu'elle est abstinente? Il y en a qui vont se dire que, je ne suis pas sûr que j'aime ça. OK, comment on peut vous aider là-dedans? Donc, on s'intéresse à ce nouveau vécu-là en prenant pour acquis qu'elle peut le vivre à sa façon, puis c'est vraiment correct, mais qu'on lui laisse une place pour pouvoir l'exprimer. Parce que des fois, on a un peu l'image de je devrais aimer ça, l'abstinence. C'est ça le Saint Graal, je devrais apprécier ça, mais j'aime pas ça ou je trouve ça difficile, il y a des défis. Laissons-lui une place pour en parler de ces défis-là, puis c'est acceptable, puis c'est correct qu'on en parle. Puis on demeure curieux aux envies, parce que souvent les gens qui atteignent l'abstinence, c'est comme si, dès que j'ai des envies, là, je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas rouvrir cette boîte de Pandore-là, tout va bien, je veux maintenir ça. Nous, on va y aller. L'envie, là, même si c'était juste un petit flash, c'est arrivé quand, dans quel contexte? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui a pu causer ça? On s'intéresse à ça parce que c'est des indicateurs les risques, d'identifier un petit peu les moments qui sont plus à risque pour la personne. Donc, c'est un petit peu ça, garder l'abstinence en tête, même si la personne fait le choix de ne pas consommer. En terminant, donc, des observations cliniques qu'on observe depuis qu'on a mis le traitement en place en 2020. Donc, on observe une diminution, je vais aller un petit peu plus vite, là, une diminution du clivage au sein de l'équipe, étant donné que tout est assez balisé, puis on a un petit peu les grandes lignes de tout ce qui peut se passer dans le traitement. Un traitement plus équitable entre les usagers, ce qui diminue les interprétations, parce que quand on fait du cas par cas, même si on veut bien faire et qu'on veut s'adapter beaucoup, ça reste que ces gens-là, ils sont en groupe, ils se côtoient tous les jours, puis parfois, ça peut être difficile pour eux de voir qu'est-ce qui fait que cette personne-là a le droit de s'absenter, puis moi, je n'ai pas le droit, puis là, vous l'aimez plus, puis là, elle m'aime plus, ou moi, je suis un rejet, puis là, dans le fond, je suis convaincue que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en étant plus équitable, ça diminue un petit peu ça. Meilleure appropriation de la démarche et de l'engagement à l'abstinence parce que tout est discuté avec eux. C'est un travail d'équipe qu'on fait à chaque moment. Il y a un ajout d'argument en faveur de l'abstinence parce qu'on commence un petit peu à travailler la douleur. On ne fait pas comme vous allez travailler ça un moment donné, un jour, quand vous allez avoir accès à votre prochain service, si jamais il y a accès au prochain service. Donc, il y a quand même il y a quelque chose qui est entamé. Depuis qu'on l'a mis en place, il y a quand même une majorité qui atteint le traitement spécialisé pour le trouble de personnalité. Il y a un projet de recherche qui va débuter bientôt pour essayer d'objectiver tout ce qu'on vous dit, qu'on a observé. Mais ce qu'on observe, c'est que le momentum, là, on pense qui a été augmenté. Et puis, il y a une meilleure compréhension des difficultés qui sont en dessous de la consommation. C'est pas rare, souvent, les gens ils disent moi, je consomme parce que je suis dépendant, puis je suis dépendant parce que c'est génétique, parce que ma mère était dépendante. Oui, ça se peut qu'il y ait d'autres affaires en arrière de ça. Ça se peut qu'il y ait une douleur, quelque chose qui n'est pas tout à fait compris par la personne.
Puis, elle commence un petit peu à avoir des mots, à mettre des mots sur cette affaire-là, cette douleur-là qui n'est pas nommable, puis qu'elle ne comprend pas. Donc, on arrive un petit peu à parler de ce qui est en train de se passer. En conclusion, donc, les points aujourd'hui, peut-être à retenir, prendre en considération le momentum dans le travail pour chacune des problématiques, peut-être au lieu de réfléchir en silo et d'y aller en séquence. Importance d'une vision intégrée à chaque moment de suivi, à chaque décision, que ce soit dans je l'envoie-tu en intensif, je l'envoie-tu en individuel, je l'envoie-tu en communauté, je vois-tu à domicile ou bien je ne vois pas à domicile. De toujours avoir en tête que la dépendance s'inscrit dans une dynamique de personnalité, puis que parfois, même si on veut tout bien faire, parfois, aller à domicile, on est en train de renforcer quelque chose qui au plan de la personnalité, qui n'est pas souhaitable. Donc, il faut prendre le réflexe de voir, est-ce que c'est pas juste le faire parce qu'on est habitué de le faire, mais prendre un petit pas de recul, puis faire ce que je suis en train de faire, là, est-ce que pour cette personne-là, dans cette dynamique de personnalité-là, ça a du sens ou ça n'a pas de sens? Changer le focus d'intervention en fonction de la problématique en avant-plan. Donc, je pense que c'est les 3 points importants. Voilà. L'avant-premier, je crois. Mon nom, c'est Geneviève. En fait, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que moi, j'ai un trouble de personnalité limite, borderline. Puis, je lis beaucoup sur la santé mentale dans le DSM. Ça me fascine, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a tout le temps comme intéressée. Puis, pour vrai, ça me représente parce que j'avais déjà fait un groupe de soutien là-dedans avec les gens atteints de troubles de personnalité limite. Puis pour vrai, moi, ça m'a aidé. Puis je suis là. Puis pour une idée de type, c'est vivant que j'ai trouvé. Merci. On note. Moi, j'avais une question par rapport à votre programme intensif. La personne avait la possibilité de refaire ce programme-là. Et si oui, c'est quoi l'intervalle de temps avant de pouvoir refaire une demande pour refaire l'hébergement puis le 4 semaines? C'est une bonne question. En fait, je vous dirais qu'à l'époque, c'était assez rigide. Tu sais, que c'était, il faut se donner un temps de 6 mois. Maintenant, on essaie d'être vraiment dans du cas par cas. Donc, pour quelqu'un, je vous dirais qui va, pour plein de raisons, à la 4e semaine, admettons, ça va être un traitement non complété, on pourrait tout de suite la réinscrire. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut absolument que tous les membres du groupe aient terminé. Donc, ça veut dire un minimum de 6 semaines. Pendant ces 6 semaines-là, elle a des rencontres en individuel avec nous, où est-ce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce traitement-là, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas complété, qu'est-ce qu'on doit faire de différent, qu'est-ce qu'elle doit faire de différent. Et puis, on peut le recommencer aussi rapidement que dans 6 semaines, dans certaines situations. Dans certaines autres situations, on a plus un profil dépendant des services, de recherche de prise en charge, ça se peut qu'on dise non, pour vous, on n'ira pas vers ça avec la personne. Là, j'y vais rapidement, là, mais on va plus y aller avec quelque chose de suivi individuel. On va s'adapter au cas par cas en fonction du profil de la personne. J'avais une petite question. Parce que vous parlez d'abstinence, puis de comment vous la définissez, l'abstinence? Est-ce que c'est l'abstinence de mon produit de choix? Est-ce que c'est l'abstinence de toute substance psychoactive, incluant ma médication en PRL? Parce que, tu sais, on s'appelle des personnes avec des troubles de personnalité qui se font souvent, parce que ça va faire de doses en PRL. Est-ce que c'est l'abstinence? C'est une bonne question. C'est l'abstinence de toute substance et de jeu d'argent et d'argent pour la durée du traitement. Puis tout ce qui est la médication, même en PRN, mais vu que c'est prescrit à ce moment-là, les personnes peuvent poursuivre leur médication. Puis, on a fait beaucoup de tests dans le passé, là, surtout en post-traitement. Au départ, on voulait être très inclusif puis inclure des gens qui avaient un objectif de réduction de la consommation. Ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est que les gens qui avaient choisi d'être abstinents, qui venaient juste de finir un traitement intensif, qui étaient tout frais, là, qui côtoyaient des gens qui disaient hey, « moi, ça ne me dérange pas de genre boire 2 bières par jour, l'important, c'est que je ne prenne pas de coke ». On a perdu tout le monde. On a perdu et les gens qui avaient repris la consommation parce que, tu sais, avec le profil qu'on a, souvent, ça se réinstalle comme ça. Puis, les gens abstinents, ben eux, c'était trop dur d'entendre ça. Fait qu'on on a perdu tout le monde. Donc, pour cette raison-là, on a fait un choix qui n'est pas parfait,
Mais on s'est concentré sur les gens qui avaient un engagement d'abstinence, puis il y en a des services ailleurs dans notre traitement, bien, pas dans le nôtre, mais dans notre CRD pour ceux qui ont un autre objectif. Il y avait une question ici, après là, puis après ça, il y avait ici. Ah. Oui, moi je voulais savoir, outre, parce que la réalité dans certains milieux, c'est que là, moi je trouve ça vraiment cool, vous avez 2 thérapeutes, c'est des rencontres à 2 thérapeutes, absolument, en tout cas, pour moi, c'est une personne, c'est un intervenant. Mais je voulais savoir, outre la bonne connaissance, évidemment, du usage de substances et des troubles de personnalité, est-ce que vous avez un autre conseil pour une équipe d'intervention pour améliorer l'intégration d'un service comme le vôtre? L'efficacité. Supervision. Donc, de se mettre en lien avec une équipe qui va être spécialisée. Tu sais, si vous êtes en dépendance, de se mettre en lien avec une équipe qui va être spécialisée en troubles de la personnalité. Puis, tu sais, comme nous, on les rencontre à toutes les 2 semaines pour que c'est pas facile toujours de travailler avec cette clientèle-là qui est quand même sévère. Donc, de la supervision, de la formation, de ne pas travailler tout seul. Si vous êtes tout seul dans votre groupe, parce que c'est ça la réalité du milieu, d'essayer de pouvoir ventiler à chaque jour, de vous mettre en lien avec des membres de votre équipe pour ne pas être pris tout seul dans votre tête, parce que même si on est bien intentionné, on va agir des affaires de compte transfert, on va embarquer dans les patentes, on va. Puis aussi la difficulté, des fois, tu sais, les gens avec des personnalités vont avoir des idées suicidaires ou des fois, on est toujours à la limite de. C'est l'équipe qui est comme responsable un petit peu des décisions. Donc, c'est pas nous qui portons le fardeau tout seul. C'est possible, justement, d'être supervisé ou d'avoir une place d'une personne un peu qui dit, ben, je pense que c'est la bonne décision. Il y a quelque chose d'un petit peu de. Ça enlève du poids. Je dirais peut-être, nous, avec le Faubourg, pour cette partie-là, on a notre cadre, notre fonctionnement de thérapie, on avait un peu partagé avec eux sur est-ce qu'ils voient des enjeux peut-être qu'on est très dépendance, mais qui ne favoriseraient pas la partie plus de la personnalité. Fait que même dans la création, dans l'idée de c'est quoi, moi, les règlements que je veux mettre, pourquoi je les mets, donc de les questionner pour voir est-ce que ça considère les 2 problématiques. Des fois, ça peut être aussi un bon début. J'avais une question encore. La semaine passée, dans le petit passé, il y avait j'ai suivi une formation avec McGill sur la bonne approche psychiatrique, pas pour les psychiatres, mais par rapport aux troubles de personnalité. Puis il mentionnait à l'intérieur de ça que justement, nous, des fois, intervenants communautaires en dépendance, c'est sûr qu'on n'est pas psychologue, donc on ne peut pas. Des fois, il arrive, puis il y a un diagnostic, puis des fois, on suspecte de forts traits. Puis ce qui était véhiculé par cette formation-là, c'est que on a le droit de mentir, on a le droit de mentionner en tant que c'est même bon de mentionner. Écoute, je vois que tu as certaines difficultés en lien avec ça. J'imagine que cette approche-là fonctionne aussi. Est-ce que vous dites la même chose? C'est important qu'on n'a pas de diagnostic, mais que Caroline, que ça bouge un petit peu. Bien, oui, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui ont. Tu sais, j'imagine que vous le vivez aussi. Là, souvent, les clients dépendants n'ont pas de diagnostic parce que les psychiatres sont très frileux à poser des diagnostics. Donc, mais on voit que donc, les enjeux de la personnalité, ceux qui n'ont pas de trouble de la personnalité ne seront jamais dans le cadre. Pour eux, d'être présents, puis c'est juste bien normal. Fait qu'ils vont juste jamais être rencontrés, ces personnes-là. Ceux qui vont plus être dans les enjeux de la personnalité, dans le testing et tout ça, bien, donc, ça parle aux 2 clientèles. Ça répond. Je comprends, c'est comme un peu le message aussi de ne pas gêner pour de nommer les enjeux que je te rencontre à cause de ça et ça. Je crois que c'est quand même. Puis est-ce que vous suggérez comme si on voit que c'est quand même assez sévère, est-ce que vous suggérez comme une alliance pour avoir, parce que c'était véhiculé que c'était avoir un diagnostic, des fois c'était comme un relief pour la personne, là, mais il y avait comme un soulagement. C'est du cas par cas. Souvent, ça se peut qu'au bilan, là, à la fin, c'est sûr que nous, on est psychologues, on peut poser le diagnostic. Dans certaines situations, on va le poser. Parce que la personne, elle dit, regarde, moi, là, j'ai vu quelque chose, je ne suis pas bien, j'ai besoin d'avoir quelque chose, je le sais qu'il y a de quoi de pas normal avec moi. Pour d'autres personnes, on va juger que ce n'est pas le bon moment, qu'on va utiliser d'autres mots, fait qu'on s'adapte. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de réponse. L'idée, c'est que ça soulage plus que ça va stresser. Oui, c'est parfait. Merci. C'était une question de la plupart. J'ai quelques questions très pratico-pratiques, très beau programme, super intéressant. Justement, est-ce qu'il se donne ailleurs? Là, actuellement, les références à l'identification, c'est un peu plus un hôpital de jour, on comprend. Donc, est-ce que aussi, c'est juste des psychologues qui peuvent donner ces cours-là ou ça peut être transférable à d'autres professionnels? Parce que d'avoir une grosse équipe, j'imagine, c'est quand même intensif. Donc, je suis très curieuse, c'est très intéressant. Il y a des délais d'attente, puis finalement, est-ce qu'on demande aussi une abstinence entre les comportements à risque, comportements autonomes
ventilatoire, passage à l'acte, à l'urgence et autres. Est-ce que c'est aussi de l'autre volet dans la personne? Est-ce qu'on a réduit aussi? Oui, bon, on va leur demander de s'engager dans toutes les stratégies saines, donc tous ces comportements-là. Si ça arrive malgré tout, on le voit un petit peu comme des rechutes, c'est-à-dire qu'on va discuter avec la personne qu'est-ce qui se passe. Si jamais ça prend trop d'ampleur, ben là, à ce moment-là, on peut être référé vers des services plus justement de salle de crise ou plus spécialisés dans cette problématique-là pour qu'elle puisse peut-être revenir par la suite. Sinon, nous, c'est un traitement qu'on a fait au Centre de réadaptation et dépendance de Québec. C'est par exemple qu'on a monté dans notre petite équipe. Donc, pour l'instant, je vous dirais, c'est pas nécessairement inscrit dans d'autres endroits. C'est vraiment plus chez nous, si on veut. Puis, on est 4. Donc, c'est pas tant ça. On est 4, mais notre groupe, il y a d'autres personnes qui ont du groupe. Fait qu'on se consulte en grande équipe, mais sur le projet V, on est 2 psychologues, 2 éducateurs, une infirmière. Une infirmière est pour tout le monde, c'est pour ça qu'on est 4 plus 1. Mais ce que je voulais dire, est-ce que ça doit absolument être des psychologues? Ben, mettons, dans la manière actuelle, où est-ce qu'on utilise beaucoup de techniques de psychothérapie, oui. Mais je pense que d'avoir la philosophie en tête, le changement de focus, il y a beaucoup de choses qui pourraient être utilisées avec d'autres professions, là, avec certaines modulations. Là. Je pense que l'important, c'est la philosophie en arrière. Plus que l'approche en particulier. Les patients n'ont pas nécessairement, les usagers n'ont pas nécessairement le diagnostic, là, étant donné qu'ils sont presque pas. Exact, c'est pas non, c'est ça. On va plus le voir, admettons, parce qu'on les rencontre avant pour les évaluer, puis pour savoir est-ce qu'ils s'en vont dans notre programme. Souvent, là, on le voit assez rapidement, des gens qui vont avoir des problématiques relationnelles au long cours, qui vont avoir une difficulté à la gestion des émotions au long cours, un flou identitaire au long cours, une souffrance au long cours, qui ont fait plusieurs épisodes de traitement. Même s'ils n'ont pas de diagnostic, on sait que dans ce programme-là, on est à bonne place. Je répondrai si c'est la question. Ah, OK. Je sais pas pour ça. Je pense qu'il y avait une madame. Combien de personnes dans le groupe, dans une première question, dans un type de stabilité, est-ce que c'est un groupe ouvert ou un groupe fermé? 8 personnes par groupe ouvert. Le groupe est ouvert. Donc, ça change à chaque semaine. C'est quoi une question? C'était ces 2 questions. 8 personnes ouvertes. À chaque lundi, il y a une nouvelle personne qui rentre, puis le vendredi quitte. Donc, ils peuvent voir un peu une personne qui finit, qui reçoit son diplôme. Donc, ça peut être encourageant pour la personne qui vient de rentrer de voir un jour, je serai cette personne-là qui quittera. Mais c'est pas exemple 3 personnes, il n'y a pas un groupe à 3 ou 4, c'est une personne à la fois qui quitte et qui rentre. Il peut y avoir 1 à 3 personnes des fois qui vont rentrer en même temps, mais c'est assez d'être réfléchi pour qu'on ne tombe pas trop dans les petits groupes. Là. Fait qu'on essaie quand même de maintenir un 8, mais des fois, ça va tomber, disons, à 6, 5, ça remonte à 8. Donc, on essaie d'être dans ces jeux-là. J'ai une autre question pratico-pratique. La parité homme-femme versus les enjeux spécifiques de chacun des gens, est-ce que... Avec les thérapeutes, tu me dis? Non, mais est-ce que c'est mixte? Oui, c'est mixte. Mais est-ce que c'est 50-50? Il n'y a pas de règle définie là-dessus? C'est très variable. Merci. Groupe d'âge, jeunesse aussi, c'est vraiment... 18 ans et plus. Ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes, on a plus un profil très atteignant, très impulsif. Donc, on va plus les orienter à la fin vers un groupe d'acquisition de compétences. Plus âgés, on a tendance à être plus dans les problèmes relationnels. Donc, on va y aller un petit peu parce que les acteignants qui ont appris un jour à composer un petit peu plus avec ce qui se passe en dedans, on va plus y aller avec la mentalisation. Puis là, est-ce qu'on a le droit de dépasser? Il me reste peut-être 1 minute. Puis il y a des affaires en ligne aussi. Ah oui. Est-ce que le projet V s'applique à l'ensemble du PIRA ou est-ce qu'un PIRA comme régulier, projet V? En fait, là, le projet V, c'est comme un petit sous-groupe qui s'inscrit dans le PIRA. Donc, admettons, dans le PIRA, là, quand ça roule, là, il peut y avoir une trentaine d'usagers, si on veut. Puis, nous, notre programme là, est comme un petit bloc là-dedans. En fait, les gens qui ont des éléments plus psychotiques ou des éléments vraiment très, très désaffiliés, peut-être que c'est moins la personnalité qui est présente. Il va y avoir un autre groupe dans le PIRA qui va plus s'adresser à cette particularité-là.